Vous nous avez donné beaucoup de joie, vous nous avez aussi donné beaucoup de déception, mais l'homme se construit sur ses erreurs et sur ses échecs. Le lieutenant Paul-Henri Dambiba encourage les étalons après leur participation à la CAN. Le 11 national a été reçu à Kossiam ce 8 février. Ils sont 15 Burkinabés suffisamment avertis sur des questions liées aux défis de la nation qui vont réfléchir sur l'ossature de la future transition au Burkina Faso. La commission technique qui va proposer l'agenda et les textes de la transition a été installée ce mardi. 30 ans de prison ferme contre l'ex-président Blaise Compaoré et Hyacinthe Kafando, 20 ans contre le général Gilbert Diendéré. Les réquisitions du parquet dans le procès des assassins présumés de Thomas Sankara sont tombées ce 8 février. Tous les détails à suivre dans ce journal. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce 8 février 2022. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous suivre. Ainsi donc, on s'achemine à grands pas vers la fin du très historique procès des assassins présumés de Thomas Sankara. En attendant les plaidoiries de la défense, c'est le parquet qui a prononcé les réquisitions ce mardi. 30 ans de prison ferme pour les deux accusés absents au procès, à savoir Blaise Compaoré et Hyacinthe Kafando. 20 ans pour l'autre grosse tête sur le banc des accusés, le général Gilbert Diendéré. La synthèse de cette séance de réquisition avec Benjamin Kwame. C'est le parquet militaire, l'organe de poursuite dans ce procès qui rentre en jeu avec ses réquisitions. Le parquet prend d'abord les charges retenues contre les 14 accusés, mais individuellement. D'abord avec l'accusé, le médecin militaire Alidou Diébré, poursuivi pour faux en écriture publique. Le procureur militaire fait savoir qu'au moment des faits, le médecin militaire n'était pas officier public, bien qu'il ait notifié mort naturelle sur l'acte de décès des victimes. Citant les articles 135 et 136 du Code pénal militaire, qui met en lumière les infractions de faux en écriture publique, le parquet demande d'acquitter l'accusé pour faute de prescription, de même que pour Kafando Amadou. Faute de prescription pour ces accusés, mais aussi pour les infractions non constituées pour Thibaut Ouedraogo, Demedia Kalia et Albert Belem Lilga. C'est ce que requiert le parquet pour l'acquittement de ses anciens soldats. Monsieur Ouedraogo Thibaut n'a fait dans un premier temps qu'exécuter des ordres et ensuite il a tout fait pour qu'il n'y ait aucune violence, aucune effusion de sang. Il a aussi fait 2 ans emprisonné, enchaîné. Donc je pense qu'il n'y a pas trop de clémence en ce qui le concerne. C'est ce que nous attendions raisonnablement et nous sommes vraiment heureuses que le parquet ait été dans notre sens. Elles auraient pu être beaucoup plus sévères quand on sait que certains crimes sont passibles de la peine de la prison à perpétuité. Le parquet militaire ne s'arrête pas là. Il pointe un doigt accusateur sur Élisée Yamba Ilboudo pour sa pleine participation dans ce coup d'État sanglant de ce 15 octobre 1987. 11 ans ferme, c'est ce que demande le procureur pour lui. Jean-Pierre Palme, celui qui est accusé pour complicité d'attentat à la sûreté de l'État est reproché d'avoir fait disparaître les tables d'écoute de la gendarmerie et procédé à des arrestations, requiert 11 ans de prison avec sursis, ce qui désole l'épouse de Thomas Sankara. Mais moi, ce que je déplore, c'est concernant Jean-Pierre Palme, quand même, avec le sursis. Je ne sais pas, j'espère que le tribunal va peut-être corriger parce que, quand même, il y a eu beaucoup d'éléments, quand même, qui montrent sa culpabilité. Bon, sursis, je ne sais pas pourquoi le sursis, on verra ça. Et puis aussi, il y a Ouedraogo Thibaut qui a été acquitté, alors que bon, on avait dit quand même que lui aussi, démontrer en tout cas qu'il avait essayé à Tankodogo aussi. Ils ont requis où on est un peu découragé, c'est le réquisitoire justement du parquet, notamment par rapport à certains accusés. Quand on prend le cas de Ilboudo Yamba Élisée, qui est quelqu'un quand même qui a permis qu'on ait la vérité. C'est lui qui a été justement qui a permis qu'on sache le commando a quitté où. Ça permet quand même d'avoir le fil conducteur de ce qui s'est passé. Mais on requiert pour lui 11 ans d'emprisonnement ferme. Et par contre, un type comme Jean-Pierre Palme, qui a été un acteur principal dans cette affaire, on requiert 11 ans avec sursis. Vous comprenez que c'est quand même choquant. Blaise Compaoré cité pour le donneur d'ordre
Dans le drame, ces véhicules ont été utilisés pour commettre le forfait avec les éléments de sa garde rapprochée. Ce dernier qui a aussi utilisé le véhicule présidentiel pour venir sur les lieux du crime, relate le parquet militaire qui envoie à ces actes un véritable symbole pour l'accusé à 30 ans de prison ferme. Hyacinthe Kafando, absent également à ce procès, est accusé par le procureur à cause de sa volonté manifeste de donner la mort des 13 personnes. La méditation n'est plus discutable pour lui, fait savoir l'organe de poursuite qui demande 30 ans de prison ferme pour Hyacinthe Kafando par défaut. Le parquet requiert 20 ans d'emprisonnement ferme pour le général Gilbert Diendéré pour crime grave d'attentat à la sûreté de l'État, complicité d'abstention lors des tirs, celui-là même qui était avant, pendant et après les tirs ce 15 octobre. Le parquet martèle que c'est incontestable, le général a pris part au massacre de Thomas Sankara et ses 12 collaborateurs. On note aussi 20 ans pour Idrissa Ouedraogo, 20 autres années pour Namaswende Ouedraogo et 20 ans pour Traoré Bossobé, considéré comme le donneur d'alerte avant l'assassinat et la taupe dans la garde rapprochée de Thomas Sankara. Katatonde Ninda, poursuivi pour subornation de témoins, le procureur requiert 3 ans ferme et 900 000 francs CFA d'amende. Tous ces accusés, y compris le général Diendéré, sont sous mandat de dépôt. Ils devraient être emmenés en prison directement si leurs peines sont actées. Pour leur plaidoirie, les avocats de la défense demandent 3 semaines de préparation. Le procès devrait reprendre donc le 1er mars 2022. Tout autre chose à présent avec ce communiqué du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Les membres du dernier gouvernement déchu ont 72 heures pour restituer à l'État tous les biens acquis grâce aux fonctions ministérielles. Il s'agit de libérer les résidences ministérielles, de réintégrer les véhicules mis à leur disposition au parc automobile de l'État et de réintégrer tout autre équipement ou matériel mis à leur disposition dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. C'est donc là la teneur du communiqué numéro 12 du MPSR. Le MPSR qui continue de dérouler son agenda. Ce mardi, les 15 membres de la commission technique d'élaboration de projets de texte et de l'agenda de la transition ont été installés. La commission a donc 2 semaines pour élaborer une proposition de charte de la transition et proposer un agenda assorti d'une durée de la transition. Plus de précisions avec le président du FASO, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Notre pays a vécu offre à notre nation la formidable opportunité de repenser ses fondements afin d'envisager l'avenir avec confiance. Il n'est point besoin de rappeler les circonstances et les raisons qui ont conduit à l'avènement du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. La situation sécuritaire et sociale avait en effet atteint un tel niveau de gravité qu'il était devenu un devoir pour les forces de défense et de sécurité de prendre leurs responsabilités afin de redonner un nouvel espoir à nos populations. Mesdames et messieurs, les attentes de nos populations sont nombreuses et elles sont légitimes. C'est pourquoi les responsabilités qui nous incombent sont immenses. Dans l'esprit des aspirations profondes du peuple burkinabé, le MPSR s'est fixé comme priorité absolue la restauration de l'intégrité territoriale de notre pays. À mon sens, cela constitue un préalable pour entamer la refondation de notre nation sur les valeurs cardinales qui ont toujours constitué le ciment de notre vivre ensemble. Nous devons par ailleurs apporter une réponse efficace et urgente à la crise humanitaire et aux drames socio-économiques engendrés par l'insécurité.
Aussi, le renforcement de la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption et l'assainissement de la vie politique constituent des clés pour la construction d'un Burkina nouveau. Mesdames, Messieurs, la mise en route de tous ces chantiers nécessite une vision et une démarche claire en adéquation avec les aspirations du peuple. Elle nécessite également que des hommes et des femmes sacrifient de leur temps, de leur imagination et mettent en synergie leur intelligence. C'est à cela que répond la mise en place de la commission technique d'élaboration de projets de texte et de l'agenda de la transition. Je voudrais rappeler à chacun des membres de cette commission le rôle historique qui est le sien. Les sillons que vous allez tracer sont les premières esquisses du portrait de notre futur Burkina Faso. Il faut qu'il soit beau, qu'il reflète nos traits et qu'il ressemble à chaque Burkinabé. L'avènement du MPSR qui redonne l'espoir aux populations des zones à habitat spontané communément appelées zones non loties. C'est la dissolution des conseils municipaux qui est fortement saluée. La mesure aurait pour avantage de mettre fin au projet de déguerpissement initié par certains exécutifs locaux à Bobo-Dioulasso. Les détails avec Aïcha Mohamed Yatara et Soto Justin Dabiri. Le 1er février 2022, dans un décret présidentiel, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, chef de l'État et président du Faso, a procédé à la dissolution des conseils des collectivités territoriales, mettant ainsi fin au mandat des exécutifs locaux. Les collectivités territoriales dissoutes sont mises sous délégation spéciale conformément aux tests en vigueur. La décision est bien appréciée par les populations à Bobo-Dioulasso. C'est tous ces politiciens, je crois, qui avaient eu des difficultés à diriger le pays. Donc, du coup, si on dissout ça pour envoyer une nouvelle dynamique, ça peut peut-être, c'est beaucoup plus logique à mon avis. La dissolution des conseils municipaux, c'est un grand pas. Comme vous l'aviez remarqué, même de par le passé, j'ai animé une conférence de presse le 6 novembre pour demander même la dissolution du conseil municipal de l'arrondissement numéro 7. Voilà, donc c'est une très bonne chose, c'est un grand pas, on l'attendait même. Si on ne l'avait pas fait, on l'aurait demandé. Déguerpissement sauvage, lamentation et amertume des résidents des zones hors lotissement, arrestation et détention d'élus locaux, la 5e mandature des conseils des collectivités territoriales a été ébranlée par plusieurs problèmes, notamment celui du foncier. Et une période de transition, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il y a Restauration qui est dit, voilà, mouvement de sauvegarde pour la restauration. Nous allons aussi demander à être restaurés, remis dans nos droits, puisque dans l'arrondissement numéro 7 ici, je vais prendre un exemple, puisqu'il y en a beaucoup, dans l'arrondissement numéro 7 ici, il y a les promoteurs immobiliers qui se sont accaparés de toute la quasi-totalité des terres. Nous allons demander restauration, bien sûr, à ce régime. La délégation spéciale de 2015 est venue dans un contexte d'insurrection. Cette fois-ci, c'est une délégation spéciale qui sera mise en place, qui vient dans un contexte de coup d'État. Mais il faut reconnaître qu'en 2015, la délégation spéciale n'a pas eu suffisamment de temps pour faire un travail correctement. Raison pour laquelle j'ai dit que cette fois-ci, il faut qu'on donne le temps et les moyens à cette délégation-là. Selon l'article 2 du chapitre 1 du décret présidentiel de 2013 portant conditions d'installation, composition et fonctionnement de délégation spéciale des collectivités territoriales, la délégation spéciale est une commission administrative composée de membres nommés dans une collectivité territoriale et chargée d'assurer l'administration de la collectivité lorsque l'organe délibérant de la collectivité territoriale est dissous. La dissolution des conseils municipaux qui n'est pas de nature à faciliter
le traitement du dossier du vieux Ousmane Diallo, un retraité burkinabé qui souffre le martyre depuis des mois maintenant pour obtenir le permis urbain d'habiter de sa parcelle de la mairie en passant par le guichet unique du foncier de la ville de Bobo-Dioulasso. Diallo a fait des pieds et des mains afin d'avoir gain de cause, mais toutes ces tentatives sont restées vaines. Soto Justin Dabiri nous raconte son désarroi. Voilà déjà plus d'une année que Ousmane Diallo fait des allers-retours de son domicile au guichet unique du foncier de Bobo-Dioulasso. Cet ancien retraité de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, à Sekna, poursuit depuis des mois son permis urbain d'habiter. J'arpente les couloirs du guichet unique, ça fait des mois, et parce que je poursuis un permis. Et à chaque fois que je suis venu, on me dit que le permis est bloqué au niveau de la mairie de l'arrondissement 7. Parce qu'apparemment, c'est la signature du maire qui pose problème. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour que le maire ne signe pas? Ça, moi, je ne sais pas. Ousmane Diallo dit ne pas être le seul à vivre cette situation. En plus d'indexer le maire de l'arrondissement 7, le retraité de la SECNA en veut aussi au guichet unique du foncier de Bobo-Dioulasso. Au niveau même du guichet, on dit que c'est des centaines, voire des milliers de dossiers qui sont là-bas. Et ils m'ont même dit qu'entre-temps, le maire là n'était pas là et qu'il y a un intérimaire qui était là, que je n'ai pas eu la chance, que si mon dossier était passé sous l'intérimaire là, ça aurait été signé. Et moi, je me dis que notre administration ne peut pas être une administration lunatique et versatile. Je suis vraiment déçu, très déçu. Ouais. Comment vous pouvez comprendre que chaque jour vous arpentez un service et on vous dit non, le dossier est toujours au niveau de la mairie et que c'est au niveau de la signature que ça pose problème. Voilà, vraiment je suis furieux, mécontent, déçu. Député Ousmane Diallo est obligé d'attendre que la situation se débloque pour entrer en possession de son document. Une situation que les premiers responsables de la mairie de l'arrondissement 7 connaissent bien. Pour le secrétaire général de l'arrondissement 7, le retard constaté dans le traitement des dossiers des permis urbains habités est dû à l'intérim constaté au sein de la mairie depuis février 2021. Donc il fallait attendre carrément la fin du mois d'août, notamment le 31 août, pour assister effectivement à l'évolution des pouvoirs de l'intérimaire qui s'est vu effectivement attribuer un deuxième intérim. Et dans cette deuxième phase d'intérim, M. Charles Sanok pouvait en fait gérer les compétences en fait, qui revenaient de droit au maire de l'arrondissement 7. Donc en un mot, il disposait en fait de la plénitude des fonctions de maire. Donc dès cette période, effectivement, il pouvait signer les demandes de PUH adressées au maire de l'arrondissement numéro 7. De façon globale, c'est la situation politico-administrative en fait que l'arrondissement a traversée qui a dû ralentir le traitement des PUH au niveau de l'arrondissement 7. Le maire de l'arrondissement 7 ne serait donc pas à l'origine du retard mis pour la signature des permis urbains d'habiter selon Étienne Bako. À mon avis, le maire, en tant qu'autorité administrative, a l'obligation effectivement de signer les demandes de PUH. Peut-être ce qui pourrait justifier aussi quelque part des lenteurs, c'est dû en fait à la nécessité de procéder à des vérifications. Voilà. Nous sommes dans un domaine sensible, c'est le domaine du foncier. Et dans ce domaine, nous sommes obligés effectivement de procéder de façon minutieuse à des vérifications de la conformité effectivement de l'identité des attributaires des différentes parcelles avec les archives domaniales dont nous disposons. Contacté, le directeur du guichet unique du foncier de Bobo-Dioulasso affirme qu'il va réagir au moment opportun sur cette affaire. Nous voulons organiser une rencontre pour discuter du sujet parce que la situation n'est pas simple, reconnaît le directeur du guichet unique du foncier de Bobo-Dioulasso. Retour ce soir sur la participation des étalons à la CAN 2021. Les étalons du Burkina terminent 4e de la 33e CAN. L'équipe a participé à sa 12e compétition avec 2 victoires, 3 nuls, 2 défaites en 7 matchs. Et la dernière défaite vue comme une débâcle qui a été difficilement vécue par les Burkinabés. Cependant, cette déculottée ne doit pas être l'unique image à retenir.
On doit par exemple retenir que pour la première fois, un sélectionneur national local a pu arriver à ce niveau avec une équipe remaniée à 60% de jeunes. Sans oublier que 2 étalons figurent dans l'équipe type de la CAN. Retour donc sur le parcours des étalons à cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est avec Luco Pakbelgen. 2 victoires, 3 nuls, 2 défaites, 9 buts marqués, 10 encaissés, une place de 4e sur 24 équipes, un titre de meilleur jeune du tournoi et 2 joueurs dans l'équipe type de la CAN. C'est le bilan des étalons à la 33e Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Logé dans le groupe A avec le pays organisateur, le Cameroun, le Cap-Vert et l'Éthiopie, le Burkina Faso signait son retour dans la compétition après l'édition manquée de 2019 en Égypte. La 12e participation des étalons à une phase finale de CAN a été leur première expérience dans une CAN à 24 et celle de plus de la moitié des joueurs, y compris le sélectionneur national Kamou Malo. C'est en l'absence de ce dernier pour raison de Covid-19 et 5 autres de ses joueurs que les étalons font leur entrée dans la compétition. Jouer le match d'ouverture contre le pays organisateur et marquer le premier but de la CAN 2021, les étalons l'ont fait. Même s'ils vont se faire renverser plus tard sur des erreurs défensives, l'histoire retiendra que les étalons du Burkina ont marqué le premier but de la CAN avec Gustavo Sangaré, un des jeunes de cette équipe disputant sa première CAN. Le premier des 10 buts encaissés par l'équipe nationale est de Vincent Aboubakar du Cameroun. La moitié de ces 8 buts qui ont fait de lui le meilleur buteur de la compétition, il les a inscrits contre le Burkina Faso. La première victoire burkinabé est celle qui relance les étalons dans la compétition et c'est le Cap-Vert qui en sera la victime. Le seul but de la poitrine de cette CAN est signé Bourema Hassan Bandé qui met l'équipe nationale sur orbite. Kamou Malo signe sa première victoire en CAN. Ce jour, la CAF, la Confédération africaine de football, est séduite par le milieu de terrain burkinabé, Ibrahim Blati Touré, élu homme du match. La recherche du point de nul contre l'Éthiopie pour une place en 8e de finale a été laborieuse, mais l'essentiel était au rendez-vous avec un score nul de 1 but partout à la clé. En 8e de finale, le Burkina Faso écarte au mental un gros calibre, le Gabon. Si les étalons se sont fait dévorer par les lions indomptables, ils ne feront pas de cadeau aux Panthères. 1 but partout, puis une qualification au tir au but avec un excellent Hervé Kofi. Burkina Faso-Tunisie a été le 3e quart de finale de l'histoire entre étalons et aigles de Carthage dans la compétition en 24 ans. Comme le football a une fâcheuse tendance à voir l'histoire se répéter, la Tunisie va encore perdre. La belle réalisation de Dango Ouattara ouvre les portes des demi-finales au Burkinabé. Le buteur sera exclu et ne jouera plus le moindre match. La 4e demi-finale du Burkina Faso dans une Coupe d'Afrique des Nations l'a opposé à un grand favori de la compétition, le Sénégal. Sur papier et sur le terrain, les Lions de la Teranga vont prouver qu'ils étaient la meilleure équipe du tournoi. Contrainte au nul à la pause, la bande à Sadio Mané corrige Bertrand Traoré et ses camarades 3-1. L'aventure burkinabé en CAN s'arrête aux portes des demi-finales. Dès lors, la petite finale contre le Cameroun s'apparentait à une possibilité de consolation, surtout à 3-0 à 20 minutes de la fin. Mais comme au match d'ouverture, les étalons se font encore renverser pour la 2e fois par la même équipe, les Lions indomptables du Cameroun. Cette remontée des Camerounais finit d'abattre les étalons qui perdent au tir au but. La seule équipe dans le carré d'as qui ne s'est pas qualifiée pour les barrages du mondial est 4e. Logique peut-être, mais les nombreuses erreurs commises côté joueurs comme côté staff technique, peu réactifs sur les moments de faiblesse de l'équipe, sont à corriger si le Burkina Faso veut se qualifier à la CAN Côte d'Ivoire 2023 et faire mieux qu'à cette édition. Je découvre la haute compétition en même temps. Et je pense que les autres aussi se sont modifiés au fil, en tout cas, des expériences. Et là, il n'y a pas meilleure expérience que lorsque vous vivez la situation. Alors, c'est le bilan que je tire pour le moment. Sinon, je pense que le fait d'être dans le carré d'as de ce tournoi est une bonne chose. Les réels motifs de satisfaction viennent des jeunes de l'équipe.
Issa Kaboré, à 20 ans, a délivré 3 passes décisives, provoqué un penalty et un autogol. Aucun autre jeune n'a mieux fait que lui. Il est donc le meilleur jeune du tournoi. La sérénité de Edmond Tabsoba dans la défense burkinabé a fait mordre la poussière à plus d'une star. Surnommé chef de famille, il figure dans l'équipe type de la CAF, tout comme le métronome du jeu burkinabé, le milieu de terrain Ibrahim Blati Touré. Le burkinabé est le seul joueur élu 3 fois homme du match à cette CAN. Il est également dans l'équipe type. Moi, quand je venais pour cette CAN, je voulais faire une très bonne CAN comme je l'avais fait en 2017. Et je sais aussi que le peuple burkinabé, ils avaient aussi envie de voir justement ce Blati-là. Alors l'objectif premier, c'était lui faire une très très bonne CAN et puis accompagner l'équipe, me mettre au service de l'équipe et puis voilà, que l'équipe parte loin, quoi. Ces 3 valeurs sûres et certains de leurs coéquipiers peuvent constituer un bon noyau pour espérer soulever un jour le trophée de la CAN. En rappel, le Sénégal a remporté la CAN pour la première fois de son histoire après 2 finales perdues et un sélectionneur en poste depuis 7 ans. Et c'est justement pour encourager les étalons à se relever que les nouvelles autorités du pays ont reçu le 11 national et leur staff technique et managérial. Le discours a été axé sur le futur, comment faire en sorte pour briller à la prochaine CAN. En tout cas, la Fédération burkinabé de football a promis que l'équipe sera dans le top 3 des équipes africaines de football. Voyons ses réactions à l'issue de l'audience avec le lieutenant Paul-Henri Sandaogo Damiba. Quand on subit une défaite, soit on s'assoit sur la défaite, soit on se relève pour travailler pour les victoires. Donc je pense qu'il n'y a qu'une seule alternative pour vous, c'est l'alternative de vous remettre debout, c'est vous tenir et puis regarder vers comment on peut engranger des victoires futures. On va inviter nos populations à toujours, voilà, la solidarité, là, c'est pas seulement quand il y a des victoires. Voilà, la solidarité doit surtout se manifester quand il y a des épreuves, voilà, quand il y a des défaites. Vu la moyenne d'âge de l'équipe, et on avait beaucoup de joueurs qui étaient à leur première CAN. Même le coach, il était à sa première CAN. Je pense qu'on fait un parcours très honorable. Et voilà, moi, je suis fier de cette équipe. Après, on apprend beaucoup de cette CAN. On sort grandi de cette CAN. On doit prendre voilà, toutes les erreurs qu'on a eu à commettre durant cette CAN pour pouvoir grandir, améliorer notre équipe et avoir de meilleurs résultats dans les compétitions à venir. La promesse, je pense qu'en tant que compétiteur, on promet de toujours nous battre. On va toujours donner le meilleur de nous-mêmes. Le plus important maintenant, c'est de repartir dans nos clubs, continuer à bien travailler, bien progresser, apporter, revenir donner ce qu'on a à l'équipe nationale. Tout autre chose à présent avec ce projet qui vise à améliorer l'employabilité des femmes et des filles dans 4 régions du Burkina Faso, dénommé Promesse FP. Il est mis en place par un consortium d'ONG piloté par EDUCO pour accompagner le gouvernement burkinabé dans la création des métiers porteurs au profit des femmes et des filles dans les zones à fort défi sécuritaire. Il est financé par l'ambassade des Pays-Bas à plus de 5 milliards de francs CFA pour une durée de 4 ans, nous dit Alexis Belemnaba. Promesse FP, c'est un projet de promotion d'accès des filles à un système éducatif et de formation professionnelle de qualité, mis en place par l'ONG EDUCO en collaboration avec Solidar Suisse et Aflatoon. Il vise à accompagner le gouvernement burkinabé à améliorer l'employabilité des femmes et des filles, surtout dans les zones à fort défi sécuritaire. L'amélioration de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes. Il y a également l'accès à l'employabilité des filles et des femmes, n'est-ce pas, à travers la promotion de l'offre d'emploi innovant, mais aussi sur
comment je veux dire, les aspects de l'autonomisation économique des femmes à travers la mise en place de groupes d'épargne et de crédit qui permettront justement aux femmes d'accroître en tout cas leur résilience. L'Association pour la promotion et l'intégration de la jeunesse du Centre Nord APGCN, partenaire de mise en œuvre, entend jouer sa partition. On va les accompagner dans leur installation en leur fournissant des kits qui vont les permettre de rendre réel ce qu'elles ont comme activité, ce qu'elles ont comme métier, ce qu'elles ont comme aspiration à traduire et les permettre d'être autonomes dans la durée. Ce projet est bien accueilli par le gouverneur de la région du Centre-Nord. Pour lui, il constitue une tribune pour la promotion des métiers porteurs en faveur des femmes. Le présent forum est une tribune qui vise la promotion et l'engagement des filles et femmes âgées de 18 à 35 ans aux métiers porteurs à travers la formation professionnelle de courte durée dans les communes concernées et garantir un succès dans la mise en œuvre du projet Promesse dans les provinces de Namentanga. Ce projet est mis en œuvre dans 4 régions du pays, à savoir les régions du Centre-Nord, du Nord, du Sahel et de l'Est. Il se chiffre à plus de 5 milliards de francs CFA entièrement financés par l'ambassade des Pays-Bas. Fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Si vous nous faites confiance depuis les villages de la commune de Takoro, dans la Léraba, eh bien, soyez-en remerciés. À demain pour d'autres actualités. Bonsoir.